À l'Argus, on aime beaucoup la nouvelle Renault 5, on adore l'Alpine A110 et pourtant, on a eu un petit peu plus de mal à s'enthousiasmer pour cette nouvelle A290 qui, je le rappelle, est la première Alpine citadine et 100% électrique. Alors certes, elle a fait des efforts pour se différencier de la Renault 5 côté design avec ses boucliers spécifiques qui l'allongent de 8 cm, avec ses grosses ailes qui l'élargissent de 5 cm, aussi avec cette fameuse signature lumineuse qui rappelle les feux longue portée des voitures de compétition. On peut aussi citer les virgules sur les flancs qui évoquent un petit peu l'Alpine A110. On peut aussi évoquer le diffuseur arrière spécifique. On peut aussi évoquer les bas de caisse qui sont d'ailleurs très proéminents. Alors ça, il faudra faire attention quand on monte dans la voiture parce que si on n'écarte pas bien la jambe pour accéder, une fois sur deux, on se fait la malléole, là, cette petite excroissance qu'on a tous au niveau de la cheville. Et puis, la deuxième chose qui me dérange un peu sur cette voiture, c'est quand on l'a comme ça devant nous, c'est sa hauteur. Elle fait 1,51 m de haut, alors curieusement c'est 1 cm de plus que la Renault 5 et c'est seulement 6 cm de moins qu'un Scénic. Une citadine sportive qui est quasiment aussi haute qu'un SUV, c'est pas très courant, mais je rappelle que c'est une voiture électrique, donc il faut bien loger les batteries sous le plancher. Et finalement, la vraie déception avant l'essai, elle est plutôt technique. Ça fait des mois que le constructeur nous dit que cette voiture, ce n'est pas une R5 Alpine. Non, c'est une Alpine, une vraie, un modèle à part entière. Et pourtant, quand on regarde la fiche technique, on n'est pas plus impressionné que ça. La voiture est disponible en deux niveaux de puissance, 180 ou 220 chevaux. C'est certes plus puissant qu'une R5 qui culmine à 150 chevaux. Et pourtant, par rapport à la concurrence, l'Alpine n'est pas aussi puissante. Si on prend l'exemple d'une Mini John Cooper Works électrique, elle offre 258 chevaux. Si on prend la future Lancia Ypsilon HF, elle offre 280 chevaux. Du coup, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est d'être agréablement surpris par la conduite. Et donc, on va y aller tout de suite. C'est parti! Allez, on vient de faire à peu près 150 km de route sur l'île de Majorque et on peut déjà vous dire que cette A290, elle est quand même sympa à conduire. Bon, pour être très honnête, on n'est pas surpris parce qu'on avait déjà bien aimé la Renault 5, qui était déjà agile, qui avait une direction très directe, qui avait des mouvements de caisse bien contenus. Là, la version Alpine repousse encore les limites d'adhérence grâce déjà à ses pneus plus performant grâce à ses voies élargies de 6 cm. On a même un berceau avant qui est spécifique pour pouvoir accueillir le moteur électrique de la Mégane qui est un petit peu plus volumineux que celui de la Renault 5. Et puis on a bien sûr une suspension plus ferme, que ce soit au niveau des amortisseurs ou des barres anti-roulis. Pour autant, le confort ne devient pas cassant, on est loin du côté tape-cul d'une Mini. Là, bon, on a quand même des petites trépidations à basse vitesse à cause des pneus taille basse, mais honnêtement, ça reste très confortable, surtout quand on prend un peu de vitesse, la suspension absorbe bien, surtout qu'on reçoit ici des amortisseurs à butée hydraulique qui permettent d'avoir une fin de course un petit peu plus progressive quand on met du rythme ou quand on est vraiment sur une route très déformée. Mais là où l'A290 se différencie vraiment de la R5, c'est sur son équilibre en virage. Déjà, on a un antidérapage ESP qui devient un petit peu plus permissif en mode sport. Cet ESP, on peut même complètement le déconnecter en pressant le bouton à gauche du volant. Quand il est complètement déconnecté, on a quand même une fonction qui reste en veille, c'est celle qui serre le frein arrière de la roue intérieure en entrée de virage. Ça aide la voiture à pivoter, c'est très efficace, ça permet même de déclencher un petit peu des dérives si on triche un peu, en surbraquant par exemple pour faire croire au système que le virage est un petit peu plus serré que ce qu'il n'est vraiment. Bon, je vais ouvrir une petite parenthèse de vieux nostalgique. Je trouve ça un petit peu dommage que pour déclencher une dérive, ce soit l'électronique qui soit là. On aurait préféré avoir un train arrière plus mobile naturellement, qui réagit au transfert de masse, par exemple en arrivant un petit peu sur les freins ou en levant le pied de l'accélérateur en appui. Là, quand on fait ça, il se passe rien, la voiture reste sur des rails. Alors je sais que je m'adresse à une toute petite frange de clients, mais croyez-moi, il y a quand même beaucoup de possesseurs de Clio RS, de Mégane RS qui sont amoureux de leur châssis Renault Sport et qui regardent cette voiture avec beaucoup d'attention puisque leur propre voiture ne sera malheureusement pas remplacée. On a parlé
de l'entrée de virage, on va parler de la sortie de virage. Alors la motricité, elle a fort à faire. On a deux systèmes pour la réguler. On a déjà un système qui réduit un petit peu le couple moteur en amont, c'est-à-dire que les petites puces, elles savent que si on a un angle de volant donné et qu'on veut 100% de l'accélération, ça va pas le faire, donc elle n'envoie pas tout le couple. On a aussi un système plus classique qui freine la roue intérieure qui patine avec le système de freinage, avec les disques et plaquettes. Là encore, on aurait préféré avoir un vrai différentiel à glissement limité, comme là la Mégane depuis plus de 10 ans. C'est d'ailleurs un équipement qui sera présent sur la Lancia YHF. C'est un petit peu dommage, là le système qui fonctionne avec les freins, déjà ça échauffe le système de freinage à l'accélération, ce qui est un petit peu contre-productif. Et puis surtout on n'a pas ce côté très attachant du différentiel autobloquant avec ce train avant qui resserre la trajectoire à l'accélération et qu'on attend d'une traction un petit peu puissante. Il faut dire qu'il y a quand même du couple sur le train avant. Là sur cette version de 220 chevaux, on a 300 Nm. Là encore, c'est en retrait des concurrentes. La Lancia ou la Mini annonce 350 Nm, mais c'est déjà une bonne valeur sur un train avant, d'autant que, comme souvent sur les électriques, le couple est disponible quasi immédiatement. En tout cas, ce couple, il procure de belles relances à basse vitesse. La voiture est vraiment nerveuse. Pour dépasser sur petite route de montagne comme ça, c'est vraiment une formalité. Je pense qu'on pourra surprendre plus d'une Audi S3 ou Golf GTI Stage 2 Pop & Bang lors des relances à basse vitesse. Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué à haute vitesse parce que, comme souvent sur les électriques, les relances sont un petit peu moins dynamiques au-delà de 110-120. On a un petit bouton au volant qui s'appelle OV pour Overtake. Alors c'est pas un surcroît de couple ou de puissance. La stratégie de ce bouton est d'ailleurs un petit peu curieuse. En fait, elle consiste à envoyer 100% de la puissance à partir du moment où on a plus de 10% de course d'accélérateur. C'est un petit peu étrange. Tout à l'heure, on a essayé, avant de dépasser une voiture, on pensait ne pas avoir plus de 10% de la course d'accélérateur et on a commencé à appuyer sur le bouton. Et en fait, dès qu'on appuie, ça accélère à fond. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que la voiture accélère à fond au pouce. On n'a quand même pas beaucoup d'habitude d'accélérer une voiture au pouce. En tout cas, ça nous paraît assez osé et on voit pas bien l'intérêt, d'autant que quand on appuie à fond sur l'accélérateur, quand on va presser la petite résistance sous la pédale, la fameuse résistance du kickdown, on a exactement la même chose, on a la même puissance, on a la puissance maxi, donc encore une fois, on voit pas bien l'intérêt de ce petit bouton. Pour accompagner les accélérations, Alpine a prévu un système de sonorisation qui est en lien avec le système audio haut de gamme de Vialet. Alors ce système, il invite des bruits artificiels à l'accélération. Il y a deux modes, un mode Alpine et un mode alternatif qui est un petit peu moins puissant. On peut aussi régler le volume de chaque mode. Alors d'ordinaire, je suis pas très fan de ce genre de son, surtout que ça simule pas du tout le bruit d'un moteur thermique, c'est vraiment un son comme si ça amplifiait la sonorité d'une machine électrique. Là, il faut avouer que c'est plutôt bien fait parce que à vitesse stabilisée, on n'entend pas du tout, ça accompagne vraiment uniquement les accélérations et donc c'est pas lassant, on n'a pas envie de le couper tout de suite quand on monte dans la voiture. Maintenant, on aurait préféré qu'Alpine prenne la direction de Hyundai sur sa Ioniq 5N qui simule un vrai bruit de 4 cylindres turbo. Il y a aussi une fausse boîte de vitesse, il y a même un faux compte tour. Tout est faux et pourtant, quand on la conduit, vraiment, on se croirait au volant d'une thermique. En tout cas, c'est plus immersif que là, ce son qui, personnellement, ne m'évoque pas grand-chose. Alors si, il y a quand même un bruit artificiel qui est franchement raté dans l'Alpine A290, c'est quand on lance la procédure de launch control. Alors pour ça, il faut appuyer sur le frein, se mettre en mode sport, appuyer aussi sur l'accélérateur à fond et sur le petit bouton Overtake dont on a parlé tout à l'heure. Et là, vous allez entendre le bruit, c'est quand même assez particulier. Alors là, ça simule déjà comme si un moteur thermique était dans les tours, mais franchement, on a l'impression d'écouter un jeu vidéo des années 90. Et après, c'est presque pire, puisque quand on lâche le frein, c'est comme si ça simulait le bruit du patinage des pneus avant de repasser sur le bruit un petit peu Star Wars. Non, franchement, s'il y a un ami qui vous demande de faire une démonstration de launch control, trouvez une excuse, mais accélérez normalement, mais évitez cette procédure.
On a un autre petit bouton spécifique au volant qui lui aussi rappelle un petit peu l'univers de la Formule 1. C'est cette petite molette là qui module en fait la régénération, la récupération d'énergie à la décélération selon 4 niveaux. Alors c'est vrai que c'est moins ergonomique que des palettes au volant, mais c'est quand même rigolo. Voilà, encore une fois, ça rappelle l'univers de la F1 et puis on n'est pas non plus en train de toujours toucher à ce bouton. En général, on choisit son niveau de régénération préféré, sachant que le mode le plus faible est un vrai mode roue libre, il laisse filer la voiture, et que le mode maxi a une décélération beaucoup plus marquée, mais qui ne va pas jusqu'à l'arrêt. On n'a pas de vrai mode one pédale comme on a sur une Mini ou une Fiat 500. Donc il faut toujours utiliser la pédale de frein pour s'arrêter complètement. En parlant du freinage, la 290 reçoit des disques avant de 320 mm de diamètre. C'est le même diamètre qu'on a sur une Alpine A110. Elle récupère d'ailleurs aussi ses étriers de frein avant à 4 pistons. Côté endurance, on n'a pas eu de problème sur route. Bon, c'est vrai que là, il y a un petit peu de trafic, donc on n'a pas non plus sollicité le freinage à l'extrême. Ce qui est satisfaisant, en revanche, c'est le ressenti de la pédale de frein. Dans la Renault 5, on était toujours un petit peu gêné par la transition entre le freinage régénératif et le freinage hydraulique, comme souvent sur les voitures électriques. Là, c'est plus naturel, c'est mieux fait, le progrès est sensible. Comme on vient de voir les compteurs, vous avez sûrement vu que l'affichage était un petit peu différent de celui de la R5. Alors, comme elle, on a plusieurs pages possibles, donc c'est dû avec des triangles à la place des bonnes vieilles jauges. Alors, je vais encore faire mon vieux nostalgique, mais c'est vrai que ça évoque pas vraiment une voiture sportive. Dans les petits détails qui différencient la 290 de la R5, on a aussi ces deux boutons qu'on a vus. Le volant qui a une jante un petit peu plus épaisse. Ça c'est sympa, le sélecteur de boîte qui est repris de l'Alpine A110. Dans la R5, on a un sélecteur qui est derrière le volant. Et puis sur l'écran central, on a un menu dédié, dont l'Alpine Telemetrics, avec quelques fonctions sympas. Par exemple, là dans le menu circuit, on a toutes les températures, notamment de frein avant et arrière, mais aussi la température de batterie et la température du moteur électrique. Pour le reste, l'interface est identique, c'est celle qui est fournie par Google, qui est très intuitive, très rapide. On a la navigation intégrée Google Maps avec le planificateur d'itinéraire qui vous indique les arrêts aux bornes de recharge si toutefois votre destination dépasse la portée de la batterie. Donc ça, c'est encore hyper pratique, c'est très bien fait. On ne change rien là-dessus. Évidemment, on est au volant d'une électrique, donc se pose rapidement la question de l'autonomie. La 290 embarque exactement la même batterie que la Renault 5 haut de gamme, à savoir une batterie lithium-ion de 52 kWh brut. On aura donc exactement les mêmes temps de recharge. En revanche, on aura un petit peu moins d'autonomie, c'est logique, on a des pneus plus larges, on a plus de surface frontale. Renault annonce pour cette version 220 chevaux 361 km d'autonomie en cycle mixte WLTP. C'est un peu plus pour la version 180 chevaux qui a des pneus plus efficient, un petit peu moins adhérent, ce qui veut dire que c'est entre 30 et 50 km de moins que ce qu'annonce la Renault 5 qui est à 412 km en cycle WLTP, tout en sachant que la Renault 5 qu'on a passé sur notre fameux parcours test d'autonomie pour les voitures électriques, on a réussi à faire que 330 km sur route et 219 km sur autoroute en roulant à 130 km/h. C'est une autonomie qui est suffisante au quotidien, qui va devenir forcément un petit peu plus problématique si on veut partir faire des petites routes toute la journée et encore plus sur circuit bien sûr. À ce sujet, Alpine nous a conviés pour faire quelques tours de circuit avec cette A290. C'est pas un point sur lequel on a voulu insister puisque le format de l'essai ne nous convenait pas tout à fait. C'était en fait des sessions de 4 tours seulement. En 4 tours, c'est mieux que rien, mais ça permet pas de voir par exemple l'endurance du freinage. On a quand même un petit peu de poids, la voiture fait quasiment 1,5 tonne. On voit pas non plus l'endurance des pneumatiques et surtout on peut pas savoir combien de tours on peut réaliser avec une charge, ni savoir si la batterie se met en surchauffe. Donc ce qu'on va faire, c'est laisser passer ces essais. Dès que la voiture sera disponible sur nos bases habituelles, on la reprendra pour faire un test vraiment dédié à cet usage et pour vous livrer une info fiable sur ce point. Et voilà, on arrive à la fin de cet essai et donc à l'heure du bilan. Alors cette Alpine A290, on l'a trouvée très réussie en soi. Elle est très bien mise au point dans le sens où elle tient très bien la route, elle est hyper efficace en virage, elle est excellemment amortie,
elle freine bien, elle est suffisamment performante. Et pourtant, je dirais qu'il lui manque quand même un petit quelque chose pour faire d'elle une vraie Alpine. Alors je sais pas, ça pourrait être un train arrière un petit peu plus joueur naturellement et non pas via des puces électroniques. Ça pourrait être un vrai différentiel à glissement limité à l'avant pour retrouver un petit peu les sensations de conduite d'une Mégane RS. Ça pourrait être, soyons fous, un moteur supplémentaire à l'arrière, puisque un ingénieur nous a glissé que cette plateforme pouvait tout à fait accueillir un moteur supplémentaire derrière pour en faire une 4 roues motrices. Et nous, du coup, on a pris cette info à la lettre et on s'est dit, bah, si on peut mettre un moteur derrière, pourquoi ne pas mettre qu'un seul moteur derrière et en faire donc une propulsion? Et là, on aurait un vrai argument différenciant par rapport aux concurrents et par rapport à la Renault 5. Là, on aurait une véritable Alpine qui suivrait donc le discours marketing. Quoi qu'il en soit, si vous voulez plus d'informations sur l'Alpine A290, on va vous mettre en description de cette vidéo le lien vers l'article détaillé où vous aurez, au-delà de l'essai en détail, les fiches techniques, les équipements, tous les tarifs, les options. Et puis si vous préférez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications puisque on vous promet qu'on va refaire des contenus avec cette Alpine A290. Donc je vous dis à bientôt, ciao!